Je suis heureuse de vous annoncer que je suis enfin sortie de ma crise identitaire à bientôt 25 ans. Et d'ailleurs, s'il y a bien une chose qui est, je pense, universelle ou presque et dont personne ne parle, ou en tout cas on fait au maximum semblant tous, c'est le fait d'être perdu dans sa vingtaine. Et là, j'aimerais poser une question à toutes les personnes qui ont plus de 20 ans, même celles qui ont plus de 30. Est-ce que vous vous êtes pas déjà dit une fois dans votre vie que vous étiez soit en retard par rapport aux autres, en tout cas vous avez eu ce ressenti, ou vous étiez pas satisfaite de tout ce que vous avez fait et réalisé par rapport à votre âge, ou alors que vous avez pas le temps, qu'il vous manque du temps, comme si on était pressé, comme si on se mettait une pression de je ne sais quoi. Et je trouve que c'est un sujet très très important, voire obligatoire à développer. Et j'ai remarqué beaucoup de choses que j'aurais aimé savoir avant de rentrer dans ma vingtaine. Donc c'est pour ça que je fais aujourd'hui ce podcast, pour vous les partager, parce que je me dis si ça peut peut-être faire des déclics à certaines personnes et au moins vous rassurer et vous décomplexer de certaines choses, tant mieux, je serai contente. Et donc j'ai réfléchi un petit peu à tout ça, j'ai écrit dans mon super carnet magique de podcast et j'ai trouvé 3 choses. Mais avant de vous raconter tout ça, bonjour et bienvenue dans mon podcast. Et si vous ne me connaissez pas et que vous avez cliqué sur ce podcast par rapport au titre, bienvenue, enchantée, moi c'est Camille et j'espère que vous allez passer un bon moment et que vous allez rester parmi nous. Mais du coup, si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que donc j'ai fini ma crise identitaire. Et qu'est-ce que c'est une crise identitaire au final? C'est lorsqu'on se perd complet et qu'on n'est plus aligné avec nous-mêmes et qu'on n'est plus ce qu'on aimerait être. Que ça soit par rapport à notre travail, donc notre activité, parce qu'au final, ça nous prend, je pense, 60 à 80% de notre vie, ce putain de travail, mais aussi notre apparence, notre style, notre environnement. Et c'est normal qu'on change. C'est normal qu'on ne soit pas la même personne à 3 ans, 18 ans, 24 ans, 45 ans. Sauf que, première problématique, on nous a mis dans notre tête qu'on ne devait pas changer dû à la pression sociale. J'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ça. C'est quelque chose qui me tend très fortement. Donc en fait, la pression sociale, que ça soit notre famille, notre entourage, et au final, c'est une pression qui même devient personnelle parce qu'au final, on finit par se mettre nous-mêmes la pression, alors que parfois, personne nous la met. Mais on se la met quand même toute seule, et moi, je suis la première à faire ça. Et que ça soit par rapport à nos études, notre job, notre situation, le couple. On va en parler du couple. J'ai beaucoup de choses à dire sur le couple. L'argent, le permis, le ci, le là. Exemple, avec le permis. Je n'ai pas le permis. D'accord? Je n'ai pas le permis parce qu'on n'a pas pu me l'offrir quand j'étais ado. Ma mère n'avait pas les moyens quand j'avais 17 ans de me payer le permis, ni même une voiture, d'accord? Mais c'est pas si grave parce que moi, à 18 ans, enfin 19 ans, je suis partie à Paris faire mes études. Comment vous dire qu'à Paris, même les millionnaires prennent le métro tellement que c'est la merde en voiture. Donc je n'avais pas forcément besoin d'avoir mon permis tout de suite, ok? Aujourd'hui, j'ai 24 ans, d'accord? Je n'ai toujours pas le permis. D'ailleurs, anecdote, j'ai voulu m'inscrire au permis parce que par contre j'ai le CPF. Donc vous savez, c'est en gros le truc de formation où on cotise de l'argent quand on travaille pour se payer des formations et on pouvait se payer le permis. J'avais cotisé 1700 €, ce qui est énorme les gars. Et donc j'avais appris que je pouvais me payer le permis avec, permis qui est à peu près à 1200 €, 1300 € tout compris. Donc je me suis dit ok, si je déborde pas, je pourrais me payer l'intégralité avec mon CPF. J'étais ravie parce que vous imaginez bien que je n'avais pas forcément les moyens de me payer le permis. En tout cas, les 1000 balles, si je les ai, c'est pas ma priorité le permis. Je vous assure que c'est pas ça. C'est loin derrière beaucoup de choses. Donc je me suis dit parfait, j'ai 1700 €, j'ai le temps de passer mon permis, je vais m'inscrire. J'arrive. Je toque comme ça, tac, tac, tac. Bonjour, je voudrais m'inscrire, voilà, avec mon CPF. Ah bah non, madame, vous pouvez plus payer votre permis avec le CPF depuis 2 mois. Pardon. J'étais là, je me suis dit, comment ça? Vous êtes en train de me dire que j'ai cotisé pour rien, là? Parce qu'au bout d'un moment, quand tu as 24 ans, que tu as eu un CDI, que maintenant tu passes freelance, que tu as fait des études, que tu sais ce que tu vas faire, et que dans tous les cas, tu ne veux pas faire autre chose que ta vocation, quelle formation tu veux passer? Tu crois que tu veux passer une formation de l'armée de l'air? Formation en mécanique, peut-être? Au bout d'un moment, à quoi pourrait me servir cet argent-là, à part passer le permis? Voilà, si vous ne le savez pas, breaking news, on ne peut plus payer le permis avec le CPF, alors que tout le monde a pu le faire auparavant. Ça me rend dingue, cette histoire, tellement que ça me bloque, ça me trigger. J'ai limite pas envie de passer mon permis et de mettre des sous parce que je me dis, comment ça, tout le monde a pu se payer le permis avec le CPF et pas moi? Parenthèse fermée, je vais pas épiloguer 20 ans sur ça. Et ce qui m'énervait, et c'est cette fameuse pression dont je parle, c'était genre... mes copines, pas toutes, Dieu merci, mais quand tu rencontres des gens qui vont te faire des remarques parce que t'as 24 ans, t'as pas le permis. T'as 24 ans et t'as pas le permis, t'as pas de voiture. Alors que cette même personne, d'accord, a eu son permis et ses bagnoles neuves, d'accord, même pas d'occasion. C'est-à-dire que ça fait 3 ans que t'as le permis, tu as une voiture neuve. Ça, bref,
payé par ses parents. Mais grand bien te fasse, ton permis il a été payé par tes parents, j'ai rien à dire, je suis pas jalouse, je suis très contente pour toi. Enfin, moi je suis le genre de personne où plus t'as des privilèges, mieux c'est pour toi. Mais au bout d'un moment, je suis désolée, on n'est pas tous comme toi. Et je pense que l'intelligence, c'est de se rendre compte au minimum que tu es privilégié et que pas tout le monde est comme toi et que c'est ok. Et honnêtement, n'importe qui n'a pas pu avoir son permis, qui a dû se démerder tout seul, mettre des sous de côté, travailler dur pour avoir un permis et une voiture d'occasion ou pas, ne fera jamais de réflexion à quelqu'un qui n'a pas le permis. Parce que tu ne sais pas pourquoi il ne l'a pas. Et c'est horrible, je trouve, de reprocher à quelqu'un de ne pas avoir assez de moyens pour faire quelque chose que lui aimerait faire. Genre, horrible. Et pour rester dans le chapitre de la pression, c'est comme quand on te dit « Ah, t'as 24 ans et t'es célibataire ?» Mais encore heureux. C'est le cadet de mes soucis d'être en couple ou pas. Et tranquille, j'ai 24 ans. Et en plus de ça, pendant 1 an et demi, j'ai fait une crise identitaire où en fait, je suis en train de me changer complètement. Je ne suis plus du tout la même personne d'il y a 5 ans. Honnêtement, je pense que les gens qui m'ont connue avant et qui donc ne m'ont pas connue là lors de cette transition de mon ancien moi et mon moi de maintenant, serait complètement paumé. Donc peut-être qu'aujourd'hui, je vais rencontrer de nouvelles personnes parce que je suis alignée différemment. Enfin bref. Donc la pression sociale ne sert absolument à rien. Je pense honnêtement qu'il faut arriver à se détacher de ça, ok? C'est hyper important parce que sinon, si on se base sur l'image que va avoir notre entourage de nous, les gens qui nous connaissent, les gens de notre travail, de notre milieu, et pire encore sur les réseaux sociaux, et vient là mon deuxième chapitre qui est il faut arrêter de se comparer s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement accès à la vie des gens facilement, des gens qu'on ne connaît même pas, qu'on va avoir des tendances à se comparer sans le vouloir. Et c'est à ce moment-là, je trouve, qu'on va peut-être ressentir une sorte de retard. En fait, tu vas voir des gens qui ont ton âge, d'accord, et qui vont avoir une vie complètement différente de la tienne, qui vont peut-être avoir déjà fini leurs études, vont avoir créé un business, auront fait le tour du monde. Et donc toi, tu vas te retrouver face à ça alors que t'as rien demandé et tu vas commencer à développer une sorte de complexe de « mais attends, mais moi j'ai 24 ans et j'ai pas fait le tour du monde, j'ai limite pas voyagé du tout, puis je n'ai pas encore créé mon entreprise, puis je suis encore étudiante, je suis encore dans un studio, je suis encore chez mes parents, et ci et là. » Mais les gars, je crois que j'ai à vous faire une petite piqûre de rappel, on ne part pas du même point de départ. On ne part pas du même point de départ, je le répète. Sachant que on peut partir du même point de départ avec une personne, mais entre-temps, il peut y avoir des petites embûches. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour ça, les réseaux, je trouve que c'est hyper toxique. Et même si on peut adorer et que ça peut même nous motiver, nous inspirer de voir la vie de certaines personnes réussir. Et moi, je sais que j'adore, hein, je m'inspire de plein de gens qui réussissent pour justement tenter de réussir. Mais par contre, il faut vraiment le prendre avec des pincettes et avoir conscience qu'on ne part pas du même point de départ, qu'on n'est pas tous égaux sur certaines choses et que surtout, chacun son rythme. On a tous un rythme différent, c'est le principe même du rythme. Du coup, c'est vrai que les réseaux te donnent parfois l'impression que t'es trop en retard par rapport aux autres, que t'as rien accompli ou t'as pas assez accompli par rapport à l'âge que t'as. Également que tu ne réponds pas aux standards, sauf que plot twist, il y en a pas. Et puis même, les gars, on peut se perdre. Et quand je parle de se perdre, je veux parler du fait qu'il y a plusieurs versions de nous et qu'on évolue et c'est normal. On va grandir dans un certain environnement, entouré des mêmes personnes, on va être influencé donc par des choses pendant des années, on va commencer à se chercher, à se construire. Ah je pense que tiens, moi j'aime la mode, ou moi j'ai envie de faire médecine parce que peut-être que t'as grandi avec Grey's Anatomy à la télé tous les dimanches soirs, tu ne sais pas. Et pour moi, si on vit une crise identitaire dans notre vingtaine ou même notre trentaine, c'est en partie à cause de l'éducation nationale qui nous fait choisir notre avenir professionnel à 15 ans. Dites-moi si je suis la seule, mais j'ai toujours été choquée par le fait qu'à 15 ans, on nous demande de choisir déjà ce qu'on veut faire dans la vie et en fonction, tu dois aller à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, c'est différent et je trouve que c'est voire pire parce que tu fais des choix encore plus particuliers. Et donc, à l'époque, tu avais soit le lycée pro, soit le lycée général. Et donc, lycée général, tu avais soit le bac littéraire, c'est ce que j'avais. Donc c'était les langues français, anglais, moi j'avais pris espagnol. Sinon tu avais ES, donc économie et sociale, ou S, scientifique. Et après tu as les pros, donc les pros tu vas avoir STMG. Alors STMG, je trouve que c'est un super bac parce que justement tu apprends déjà au lycée le management, le droit, le commerce. Je trouve ça génial. Ce qui me fascine, c'est que toutes les écoles de commerce prennent souvent des gens qui viennent de lycées généraux pour faire des bacs ES, alors que s'ils prenaient des STMG, je suis désolée, mais en fait, au final, ils ont moins de retard que les bacs généraux. Bref, c'est un détail. Mais je trouve que c'est une folie. T'as 16 ans, t'es au lycée, et on va te dire
tu dois faire un choix sur 3 bacs et en fonction, il peut avoir des écoles qui te refuseront l'entrée, genre. Dans le sens que si tu fais un bac L et que tu veux au final faire une école de commerce, tu peux pas. En vrai, j'y crois pas forcément. Si demain tu veux faire une école de commerce, tu fais une petite formation, une petite prépa, tu lis des livres, tu passes le concours, tu rentres à l'école. Mais bon, t'es ado, tu sais pas tout ça. T'as confiance en les profs, en les directeurs et tout. Et on va te dire de faire un choix et c'est rédhibitoire, quoi. Donc au final, qu'est-ce qui se passe? T'as des gens qui vont faire 1, 2, 3 ans d'études et qui vont se rendre compte que c'est pas fait pour eux, qui n'aiment pas ça, qui ne veulent pas faire ça, qui ne se retrouvent pas. Puis ça peut partir loin, il y en a qui vont faire des dépressions, il y en a qui vont avoir peur de décevoir leur famille ou leur entourage et qui vont des fois rester et au final ça va faire des gens malheureux ou alors ils vont quand même tout plaquer mais ils vont avoir honte, enfin bref. Et je trouve qu'on juge beaucoup les gens qui changent souvent d'études et je trouve ça dingue parce que pour moi le principe de la vie est le plus fun dans le fait de vivre, c'est de pouvoir découvrir un tas de choses. Après, je dis ça, mais moi, je suis le genre de personne où j'aimerais ne pas pouvoir travailler de ma vie pour passer mes journées à découvrir toutes les cultures, tout le monde entier, toutes les choses qui existent. Ça me nourrit tellement, ça me rend tellement épanouie, à découvrir un tas de trucs. Mais donc, c'est pour moi le principe de la vie. Et en fait, on te fait croire à 15 ans que non, tu dois rester que dans une case, tu dois rester que dans un truc et ne pas y sortir. Mais tout ça pour dire qu'à 14, à 18 ans, on va te forcer à faire des choix qui va définir ton avenir avec une version de toi qui ne sera plus la même version de quand tu auras 24 ans. Et d'ailleurs, si tu ne sais pas si tu es dans ce cas-là ou pas, sache qu'il y a quand même des signes qui le montrent, comme la fatigue mentale, la perte de motivation, la dépression, le fait de trouver qu'on joue un rôle. Moi, je sais que par exemple, lorsque j'ai commencé à comprendre que j'étais en train de faire une petite crise identitaire et changer de version de moi, c'était dans la globalité. C'est-à-dire, j'avais 23 ans, j'étais à Paris, j'avais un CDI, ok. Moi, ce qui s'est passé, pour être honnête avec vous, c'est lorsque j'ai vu que j'avais pris beaucoup de poids. Alors attention, tout est relatif. J'ai une toute petite morphologie. J'ai toujours été à 49, 50, 51 kilos, alors que pourtant je suis pas comme as, hein. Mais je sais pas, peut-être que j'ai des os tout légers ou va savoir. Un jour, je me pèse et je vois que je suis genre à 56 kilos. Et c'est là où je me suis dit, Camille, je pense que tu fais un burn-out, une dépression, réveille-toi. Et effectivement, c'était le cas. Je ne pouvais plus me voir mon taf. Pas forcément ce que je faisais, mais l'entreprise dans laquelle j'étais. Et en plus, donc j'habitais à Paris et c'était pendant les JO 2024. Et moi, j'habitais dans le 7e arrondissement, aux Invalides. Invalides, là où il y avait également, du coup, les Jeux Olympiques, où ils ont installé, si vous vous rappelez, c'était justement l'ouverture des JO avec la Tour Eiffel, etc. Donc pendant plusieurs mois, mon quartier était complètement fermé en travaux. C'était horrible, genre je n'avais plus de bus, c'était un bordel, une fois sur deux, il n'y avait pas le métro, enfin bref, plus rien n'allait, j'avais plus aucune motivation, je ne pouvais plus me voir, j'aimais plus ma manière de m'habiller, j'aimais plus mes cheveux, j'aimais plus ma tête, je me trouvais moche, je me trouvais plus moi-même, plus rien n'allait. Et un week-end, je descends à Marseille, je me fais renverser par une moto sur la corniche. Donc, une semaine d'arrêt, je ne peux plus bouger, j'ai eu une entorse au cervical, je ne pouvais plus prendre le train, je ne pouvais plus rien porter, etc. Et là m'est venu ce déclic où je me suis dit, Camille, tu vas quitter ton taf, tu vas quitter ton appart et tu vas revenir sur Marseille. Et ne croyez pas que c'est à ce moment-là où j'ai pu enfin me redécouvrir. Je suis redescendue sur Marseille. En fait, j'étais tellement en dépression, j'ai tellement fait un énorme burn-out, mais je m'en rendais pas compte, que j'ai dû mettre à peu près 6, voire 8 mois, voire même plus, à me soigner parce que je n'avais pas à ce moment-là de psychiatre ou de psychologue qui aurait pu m'aider à faire avancer le processus. Donc toute seule, j'ai dû me soigner ma dépression sans cacheton, du coup. Ça a été très très compliqué. Et donc après, une fois que je me suis sortie de ça, eh bien, je me suis retrouvée dans le vide. C'est-à-dire que je ne faisais plus partie de mon ancienne version, d'accord? Je l'avais quittée, elle n'était plus là, mais je n'avais pas encore trouvé la nouvelle. Donc c'est comme si j'étais genre nue. En fait, il fallait que je trouve mon costume. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai mis un temps infini, les gars. J'ai mis un temps fou. Parce que quand tu as une pression financière, une pression sociale, et surtout quand tu es habitué depuis ton plus jeune âge à que tout va droit, tout file droit, et c'est ce que je racontais à une copine, je disais depuis mes 17 ans, tout file droit avec moi, voire avant. C'est-à-dire que je savais toujours ce que je voulais faire. Le truc, c'est que depuis que je suis petite, j'anticipais toujours. J'anticipais ce que je voulais faire comme bac, ce que je voulais faire comme études, où je voulais aller. À chaque fois, j'étais en avance. J'ai toujours été la première à trouver un stage, à trouver une alternance. J'étais l'une des premières à avoir mon école qui m'accepte, à trouver un appartement. J'ai toujours trouvé les choses rapidement. Toujours, ça va vite. J'ai toujours été en mode, j'ai pas de taf, j'ai besoin d'argent, bouge pas. 2 jours après, j'ai un taf. J'étais en mode automatique, comme un robot. Tout allait vite. J'avais pas de moment de doute. En fait, je ne posais pas, je me questionnais jamais. Ça filait droit. Tu me proposais un CDI, je l'acceptais. Et là, je suis arrivée à un moment
où je me posais des questions sur tout. Parce qu'au final, je n'ai jamais eu l'opportunité de prendre le temps de me questionner, de me découvrir, de tester autre chose et surtout de douter. Et quand je dis douter, c'est pas d'un point de vue négatif en mode je suis pas sûre de moi, j'ai pas confiance en moi. Et c'est pas que douter de soi c'est mal, c'est que j'ai toujours été hyper sûre de moi par rapport à ce que je voulais faire. En fait, je me suis rarement posée et j'ai rarement douté de est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Tu vois, c'est pas un truc de ouais, je doute de moi et tout, pas du tout, hein, je doute pas de moi. C'est mais est-ce que j'ai vraiment envie de donner autant d'énergie à ça? Ça, je l'avais jamais fait. Et c'est la première fois que je le fais. Et j'en parlerai dans un podcast où je vais peut-être parler du métier de freelance, mais moi, ça m'a beaucoup posé problème parce que c'était la première fois où je me suis posée, je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment envie de donner autant de savoir et autant d'énergie à des gens qui ne respectent pas ton métier ou qui ne le comprennent pas forcément ou qui veulent parfois pas te payer? Est-ce que j'ai vraiment envie de me prendre la tête avec ça? Mais pour conclure et surtout vous rassurer, si à n'importe quel âge, vous ne vous retrouvez plus en vous-même, que ce soit par rapport à votre travail, votre apparence, votre entourage, votre environnement, etc., c'est normal et c'est génial parce que ça veut dire que tu vas avoir encore une nouvelle version de toi. Et aussi, faut pas oublier qu'on a le libre arbitre. Et donc, je trouve ça génial de pouvoir évoluer, se transformer, changer, devenir qui on veut quand on veut. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai compris il y a pas si longtemps que ça. Du fait que tu as un libre arbitre, que tu ne dois rien à personne, ok. En plus de ça, on doit évoluer avec notre temps, c'est-à-dire que effectivement, il y a 90 ans, peut-être qu'à 20 ans, c'était plus simple de se marier qu'aujourd'hui. Puis également, un truc que j'adore faire, c'est de regarder des interviews de personnalités qui ont commencé à réussir leur carrière et à développer leur carrière après 30 ans. Et d'ailleurs, Monica Bellucci, elle en a parlé récemment du fait qu'elle a détesté sa vingtaine et que si elle devait la revivre, elle ne la revivrait pas et que pour elle, sa vie a commencé à partir de 35-40 ans et que ça a été genre les meilleures périodes de sa vie. Et j'ai trouvé ça trop cool qu'une femme aussi slay te dise ça. Mais je sais que moi, par exemple, je prends l'exemple de Camille Cotin qui, en fait, jusqu'à ses 30 ans, elle était prof d'anglais. Et aujourd'hui, c'est une actrice française qui a touché Hollywood, d'accord, qui a joué dans des bêtes de films et de séries à l'international, a une image de dingue. Elle est en place. Et pourtant, elle a commencé à 30 ans, les gars. Et j'adore voir ça parce que je me dis, en fait, il n'y a pas de règle. L'âge ne définit rien. Et je pense que maintenant, je vais arrêter de culpabiliser. Oh là là, j'ai 24-25 ans et je n'ai pas fait assez de choses. J'ai pas réussi assez de choses. Je n'ai pas créé mon entreprise. J'ai pas fait tel voyage. Je ne suis pas en couple. Je suis pas fiancée. On n'en a rien à faire. Il n'y a pas de règles. En fait, c'est vraiment comme l'exemple des gens qui découvrent qu'ils sont gays à 28-30 ans. Genre, tu construis toute ta vie, toute ta vingtaine, tu vas être en couple avec un gars. Tout ça pour qu'au final, ça se termine et tu finis avec une meuf et tu dois complètement te reconstruire en tant que personne gay. C'est exactement le même principe. C'est exactement le même principe. Peut-être que tu vas vouloir faire médecine, que tu vas faire 7 ans de médecine et qu'au bout de tes 7 ans, tu vas te rendre compte que au final, non, t'as envie d'être avocate, au final, non, t'as envie d'être chanteuse ou t'as envie peut-être de travailler dans la production d'événements. Au final, comme tu as forgé ton identité tout autour de la médecine pendant toute ta vie ou pendant toute ton adolescence et toute ta vingtaine, tu vas devoir te transformer complètement, revoir toute ton identité et tu ne repars pas de zéro. Juste, tu changes complètement. C'est pas un truc où tout se supprime. Parce que je sais qu'il y en a qui ont peur aussi de repartir de zéro parce que justement, ils ont l'impression que tout ce qu'ils ont accompli va se perdre. Pas du tout. D'accord? Tu auras toujours ton palmarès, juste tu vas faire autre chose. Et c'est génial, parce que peut-être que ça va t'ouvrir encore plus l'esprit, tu vas peut-être devenir une meilleure personne. Voilà, donc j'espère que ce podcast va pouvoir peut-être aider toutes les personnes qui, au final, sont peut-être dans cette période-là et n'osent pas se dire que « Ah, je ne suis plus dans la bonne version de moi, peut-être qu'il faut que je change, peut-être qu'il faut que je recommence tout, peut-être qu'il faut que je parte à l'autre bout du monde, peut-être qu'il faut que je quitte mon taf, que je change d'études. » Et c'est pas grave, et c'est pas la honte. Et même si à 24 ans, tu pars faire de nouvelles études et que tu te retrouves avec des gens qui ont 19 ans, c'est pas grave. Vraiment, tu vas aller voir 2 ans, 3 ans, ces gens-là. Peut-être que tu vas même super bien t'entendre avec eux parce que, encore une fois, l'âge ne veut rien dire et tu peux t'entendre avec des gens qui ont 10 ans de plus ou de moins que toi. Déjà, juste le but, d'accord, de ta vie, c'est que tu te sentes accomplie, épanouie et heureuse. Moi, je pense honnêtement que ta seule préoccupation, ou du moins une des préoccupations que tu devrais privilégier, c'est de faire en sorte que tu deviennes heureuse, épanouie et accomplie, qu'importe ce que tu fais, qu'importe ce que ça va te demander, de devoir changer, de devoir faire, de devoir tester, etc. En tout cas, moi, c'est tout ce que je me souhaite et c'est tout ce que je vous souhaite à toutes les personnes qui m'écoutent. Déjà, la vie, parfois, elle peut être un peu relou, elle peut un peu nous surprendre, elle peut être un petit peu toxique, donc écoutez, si on peut passer le maximum de notre temps à kiffer, ça serait pas mal. Donc si tu te sens mal dans tes études, que tu te sens mal dans ton taf, que tu te sens mal dans ton groupe d'amis, dans ta ville ou dans ton pays,
Tu n'as qu'à partir et c'est ok de partir et d'aller ailleurs et de tester de nouvelles choses et c'est ok de le faire pendant 10 ans même s'il faut. Si tu veux tester absolument tous les domaines, teste tous les domaines. Tant que tu n'es pas en galère, ok, que tu peux avoir un toit, te nourrir et kiffer un petit peu, c'est l'essentiel. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que je pense faire avec mon podcast parce qu'à mon avis, c'est pas pour rien que du jour au lendemain, je suis comme une illuminée, j'ai allumé mon téléphone, j'ai branché mon micro, je me suis dit je vais faire un podcast alors que je n'avais absolument rien préparé. C'est pas pour rien, juste faut s'écouter parfois. Voilà. Et aussi tester et sortir de sa zone de confort. Bref, je vous embrasse et au prochain épisode.